Bienvenue pour cette seconde édition du Winter Influence Forum. Donc aujourd'hui, pour cette première table ronde de l'après-midi, sur le thème comment valoriser les initiatives solidaires grâce aux plateformes sociales, j'ai l'honneur d'accueillir deux intervenants. Donc Léo Lemordant, fondateur de la plateforme Enerfip, et Bastien Autret, qui nous vient de la coopérative Indigo. Et je vais commencer par les laisser se présenter ainsi que les projets qu'ils représentent ici. Donc est-ce que l'un d'entre vous peut commencer, par exemple Léo? Oui. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Léo Lemordant, je suis président et fondateur de la plateforme Enerfip qui a 5 ans aujourd'hui et qui propose en fait aux citoyens de placer leur épargne dans des projets de la transition énergétique, donc par exemple des projets solaires, des projets éoliens, portés par des grandes sociétés du secteur, ou en tout cas reconnues. Et donc c'est vraiment un placement d'épargne au sens où on va investir son argent et gagner des intérêts au cours du temps et pouvoir retirer ensuite le capital au bout d'un certain temps. On a 20 000 membres et on a collecté à ce jour 50 millions d'euros, qui est de l'argent qui a été fléché en direct dans la transition énergétique. Merci Léo. Et donc Bastien Autret, est-ce que vous pouvez vous présenter et la coopérative Indigo? Avec plaisir. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Bastien, je m'occupe de la communauté et de la communication chez Indigo. Donc Indigo est une plateforme mobile, c'est une application mobile qui existe depuis environ 1 an et demi. Le lancement officiel s'est fait en avril 2019. Donc c'est une application mobile qui sert à donner et échanger tout type de biens ou de services gratuitement entre particuliers ou auprès d'associations. Donc le projet est né depuis 2015 environ avec une campagne de crowdfunding dans un premier temps et donc il évolue depuis maintenant 5 ans. On a une nouvelle version de l'application qui arrive dans quelques jours avec quelques petits changements techniques on va dire dont j'aurai peut-être l'occasion d'évoquer plus tard, mais voilà, c'est dans les grandes lignes, une plateforme collaborative d'échange et d'entraide. Merci. Donc, deux plateformes, deux personnes qui les représentent, deux types de mise en relation de communautés. Parce que dans l'idée de la solidarité, il y a cette idée de communauté, d'entraide, de coopération, de choses qui vont être faites ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement quelles sont les communautés, quels sont les utilisateurs de vos plateformes? Commençons par Bastien cette fois. Ouais. Nos utilisateurs, ils sont un peu de tous horizons. C'est vrai que c'est d'abord des gens qui sont sensibles aux notions environnementales, aux notions sociales, au déséquilibre, on va dire, sur ces deux plans-là qui font un petit peu l'actualité et qui sont un peu dans les oreilles et dans les têtes de tous, je pense. Voilà, nous, ce qu'on souhaite développer, c'est une communauté la plus vaste possible. C'est l'objectif du système parce qu'il fonctionne si justement beaucoup d'utilisateurs donnent des objets, donnent un petit peu ce qu'ils ont chez eux. En fait, on peut tous trouver quelque chose qui ne nous sert plus chez soi. Donc en fait, dès lors qu'on identifie un objet qui ne nous sert plus ou même un service rendu qu'on pourrait rendre parce qu'on a une petite expérience pour faire un cours de cuisine, un cours de samba ou autre, en fait, c'est à la portée de tous. On se rend compte que la communauté Indigo, en fait, c'est toute personne qui est susceptible d'avoir quelque chose à offrir gratuitement, de façon désintéressée. Et c'est ces valeurs d'entraide et de partage qu'on véhicule. Donc, c'est accessible à tous les particuliers. Et donc, les différents types de services ou de biens, c'est la limite, c'est l'imagination des participants. Ouais, c'est ça. Tout peut être offert, tout peut être donné. Exactement, ouais, c'est ça. Après, on a, voilà, je pense que on a une majorité d'objets, si vous voulez, qui sont des livres, des vêtements, du mobilier. Voilà, en fait, quand on déménage, on se rend compte qu'on a toujours quelque chose dont on souhaite se débarrasser. C'est souvent du petit mobilier ou des choses comme ça, des choses qui ne rentrent pas dans les cartons. Donc voilà, on peut s'en débarrasser simplement sur notre application. Et puis les services, voilà, c'est souvent des choses que les gens peuvent proposer sur leur temps libre, en fait. Donc voilà, c'est ouvert à l'imagination de chacun. Ouais. Très bien, merci Bastien. Et donc pour rester sur le thème des communautés, pour la plateforme Enerfip et donc l'investissement participatif dans ces projets de transformation énergétique, quels sont les genres de communautés que vous rassemblez autour de vos projets? Alors tout d'abord, Enerfip c'est ouvert à tout à chacun. On peut s'inscrire et investir à partir de 10 € et c'est sans frais. Donc c'est vraiment ouvert à tout à chacun et on a toutes les couches de la population française qui sont représentées. De l'étudiant fauché jusqu'au grand patron du CAC 40, on a vraiment
tout le panel qu'on peut imaginer entre les deux. Et après, une fois qu'on a dit ça, et on s'adresse pour l'instant aujourd'hui aux Français en général, mais à l'intérieur d'Enerfip, il y a des communautés aussi qui sont des sous-communautés entre guillemets, qui s'agrègent autour des projets qui sont en fait localisés dans un territoire. Et donc c'est une des vocations d'Enerfip également, c'est pas simplement d'être un outil d'investissement, c'est aussi fédérer les territoires autour des projets et amener de la pédagogie sur ces projets qui sont parfois à côté des gens, donc des parcs éoliens qui est à côté de chez soi. On en a entendu parler dans la presse, on voit les ingénieurs débarquer régulièrement, mais bon, on ne sait pas trop le détail. Et donc le rôle d'Enerfip, et en tout cas ça fait partie, ça rentre dans le cadre de la concertation publique au sens général, mais le financement participatif permet d'intéresser des gens qui regardent ça de loin, et là pour le coup ils s'intéressent. Et du coup, Enerfip va dans les territoires faire des réunions publiques. Donc ça peut être dans le gymnase, dans la poste, dans la mairie, vraiment dans les villages de France, que ce soit dans la Meuse ou dans l'Indre. Et on va à la rencontre du public pour expliquer comment investir sur Enerfip, mais surtout expliquer les projets et l'intérêt de ces projets dans le cadre plus général de la transition énergétique, du changement climatique, etc. Donc il y a vraiment une volonté de fédérer les gens autour de cette thématique. Ça peut être des communautés donc, liées au territoire qui sont autour des projets, mais également des communautés de salariés par exemple, de sociétés. On a le cas de sociétés qui reçoivent des panneaux photovoltaïques sur leur toiture et qui en profitent pour communiquer autour de ces investissements auprès de leurs salariés en les faisant participer financièrement, puisqu'il y a un vrai intérêt financier à ces investissements et donc leur laisser la plus-value générée par ces investisseurs. On peut aussi avoir le cas alors c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est une société coopérative de pommes dans le Limousin qui a fait cet investissement d'installer des panneaux solaires sur ses toitures afin de réduire en fait le coût de production des pommes et donc d'augmenter la marge qui va être générée pour les agriculteurs qui sont coopérateurs de la coopérative. Et en fait ces investissements sont assez importants et permettent de réduire la consommation, la dépendance à EDF entre guillemets de 25% et ils vont autoconsommer 85% de ce qu'ils vont produire comme électricité et réduire de 25% ce qu'ils vont acheter à EDF. Donc ça augmente beaucoup la rentabilité de l'outil de production. Et pour ce projet, la coopérative a ouvert cet investissement qui est aussi rentable pour la coopérative aux coopérateurs, ce qui fait qu'il y a un mouvement qui s'est installé à l'intérieur des coopérateurs pour participer à ce projet et le rendre possible. Ensuite, on l'a ouvert à toute la France et ça a été un succès formidable. On a collecté 400 000 € en quelques heures. Enfin bref. Voilà. Et donc, on a beaucoup de cas assez différents les uns des autres. Donc, des tas de communautés différentes à lesquelles que je viens de vous détailler, mais régulièrement, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, des diocèses qui se mobilisent pour installer des équipements sur leur toiture et faire participer leurs ouailles, les paroissiens. Enfin bref, voilà. Donc c'est infini et ça peut se décliner comme ça sur tout un tas de communautés et développer des solidarités qui existent déjà et les renforcer en fait. Donc en fait, vous travaillez beaucoup avec des communautés locales, des communautés dans des territoires qui vont s'investir autour d'un projet et l'outil numérique vous permet d'aller ratisser plus large si vous avez besoin de plus de monde et aussi de faciliter toute la communication, Oui, alors l'outil numérique il sert surtout dans la gestion ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire toute la paperasse administrative, fiscale, financière, etc. Parce que justement on automatise plein de trucs, ce qui rend faisable le fait de faire participer jusqu'à 850 personnes dans un même projet. J'ai surtout parlé du prêt, mais on fait aussi, on propose aussi l'investissement en action, c'est-à-dire que les gens deviennent actionnaires et accèdent à un droit de gouvernance sur les projets. Quand on se retrouve avec 250 actionnaires dans une société, vous
pouvoir gérer la gouvernance sans que ça soit j'utiliserai pas le nom, mais vous l'avez entendu. et voilà, donc il faut avoir des outils numériques. Enfin, les outils numériques permettent de gérer ça avec une fluidité qui ne serait pas possible autrement, quoi. Le premier financement participatif qui a existé, enfin en tout cas, ce qu'on rappelle souvent, c'est que c'est la Statue de la Liberté qui a été financée comme ça par le public. Enfin, c'est l'appel public à l'épargne, c'est quelque chose de vieux comme le monde presque, mais vraiment les outils numériques permettent de massifier ça encore plus et de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc d'où l'investissement à 10 €. D'accord. Merci. Et Bastien, vous avez dit tout de suite, Indigo, c'est avant tout une application mobile. Ouais. Donc en fait, Indigo existe par le numérique. C'est ça. Qu'est-ce que le numérique permet de créer qu'on n'aurait pas pu faire avant, parce que l'entraide entre des gens dans des collectivités existe depuis toujours. Évidemment, ouais, évidemment. Mais c'est intéressant ce que vous disiez justement sur l'échelle locale et finalement prendre de l'envergure à une échelle locale. Et justement, je pense qu'Indigo, c'est un petit peu aussi la démarche du projet, c'est-à-dire que évidemment le troc c'est vieux comme le monde, peut-être encore plus que l'épargne, et donc évidemment que Indigo n'est qu'un outil pour faciliter le troc en fait, c'est-à-dire que le troc peut fonctionner sans, mais l'intérêt c'est justement d'avoir une plateforme qui permet de répertorier un volume suffisant d'annonces pour que les échanges se fassent fluidement et créer de la rencontre en fait, parce que il faut connaître la personne qui est intéressée pour échanger ou qui a quelque chose à donner, et donc l'application Indigo vient fédérer et rassembler toutes ces petites annonces en fait, qui permettent justement de leur donner de la visibilité et de trouver très rapidement, très facilement la personne qui sera susceptible d'être intéressée par l'objet qu'on propose ou le service qu'on propose. Donc c'est là que l'outil numérique a vraiment toute sa place, c'est que c'est évidemment un outil pratique, mais qui n'existe que si des gens l'alimentent et viennent s'approprier l'outil et donner de leur temps, donner un petit peu ce qu'ils ont à offrir. Et en ce sens, du coup, l'outil est là pour faciliter les échanges et l'entraide. Je crois que, si je peux juste ajouter un mot aussi, je ne sais pas si ça te concerne, mais je crois, c'est que ça permet aussi d'ouvrir vachement les communautés. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui existe, qui va avoir un projet, qui va être là et tout, super. Mais si l'idée est bonne et la diffuser plus largement, et ben ça, le numérique permet de l'accélérer, de le rendre très très... comme une traînée de poudre, quoi. Ça éclate. Oui, en fait, si je comprends bien, il y a deux facteurs. Un premier facteur qui est le facteur facilitant, le facteur qui permet de s'affranchir de démarches administratives, de régler facilement les montants. Et puis le deuxième facteur qui est le facteur de communication, qui est que les gens vont être au courant, vont pouvoir adhérer à des projets, vont pouvoir se rencontrer plus facilement, mettre en place des choses ensemble. Exactement. J'ai une bonne anecdote à ce sujet. En fait, on a eu ce projet 1, 2, 3 Soleil, ça vaut ce que ça vaut comme intitulé, mais c'est dans un petit village de l'Aude, donc sur les contreforts des Pyrénées, à Lux-sur-Aude, 280 habitants je crois, un bout de forêt qui a été ravagé par une tempête, et le maire s'est demandé, c'était en 2011, il s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire avec ça, donc il a demandé à ses concitoyens qu'est-ce que vous voulez faire avec cette friche, est-ce qu'on replante, on n'a pas trop les moyens, etc. Et ils ont tous décidé de dire, nous, on va aller vers l'autonomie énergétique du village et on va faire en sorte que cette zone y ait un parc solaire. Et donc, alors, ils se sont lancés dans des tas de processus qui n'en finissaient pas. Et finalement, ça a abouti en 2017, donc 6 ans après. Et c'était le petit village gaulois qui avait son truc à lui. Et là, il a fallu le financer. Et ils n'avaient pas assez de moyens pour le construire en fait concrètement. Donc ils sont allés voir la région Occitanie qui leur a dit oui on va vous donner des subventions, mais ça ne suffisait pas. Ils sont allés voir une banque qui leur a dit il faut réunir un capital de départ parce que nous sinon on ne prête pas, mais si vous avez un capital suffisant on va vous le prêter. Et donc du coup après ils sont venus nous voir, ils ont dit comment vous n'avez pas une solution. Et on a dit si, pas de problème, on fait une collecte. Et donc on a fait une collecte pour ce projet et 30% des participants à cette collecte venaient du village et des villages alentours, 30% sur un montant de 270 000 € quand même, donc c'est une belle somme.
Et ensuite, il y a la moitié des participants qui venaient de l'Occitanie. Donc on voit bien le cercle concentrique en fait. Et le reste de la collecte a été faite sur la France. Et il y a même des participants, parce que l'investissement là a une rémunération assez faible, il faut bien le dire. Mais il y a même des investisseurs de Singapour qui ont participé. Donc des expatriés qui avaient un peu la nostalgie du pays et qui mettent un petit billet pour aider le village à faire son projet, quoi. Donc moi je trouvais ça vachement symbolique de ce truc on élargit la base communautaire en fait qui se fédère autour de ce projet. Et aujourd'hui, tous les ans à l'Assemblée Générale, on a des nouvelles du projet et les actionnaires vont participer aux échanges. Là, il commence à y avoir de l'argent dans les caisses, donc il faut décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on verse des dividendes? Est-ce qu'on donne de l'argent à d'autres projets en région pour faciliter leur projet photovoltaïque, j'entends. Et donc, comme ça, essaimer un peu auprès de nouvelles communautés. Et ça, c'est permis aussi, le financement de ce projet, sans Enerfip, il ne pouvait pas se boucler en fait. Et donc, sans l'élargissement de cette communauté, au-delà de la communauté de communes, au-delà de l'Aude, au-delà de l'Occitanie, même au-delà de la France. Donc des communautés locales qui sont aidées par des communautés plus grandes pour leur projet. Si je peux rebondir un petit peu, c'est vrai que c'est hyper touchant en fait d'entendre ce genre d'histoire. Pour moi, c'est vraiment ce qu'un projet collaboratif peut apporter de beau. En fait, c'est que en fait, on vient participer à un projet parce que ça nous touche, parce que ça réveille, ça touche le cœur. En fait, là, j'imagine des expatriés qui sont interpellés par un projet comme ça. C'est pour faire le parallèle sur Indigo, où finalement la valeur d'échange, c'est l'entraide, c'est le don. On se rend compte que les gens qui utilisent l'application font ça dans un acte bienveillant et finalement ils s'enrichissent de ce partage et de ce qu'ils offrent en fait. Et donc c'est touchant de voir qu'on peut inventer un système, un modèle qui fonctionne à partir de quelque chose qu'on donne et que finalement ça a une gratification tout autre que simplement pécuniaire. Oui, c'est se dire que la valeur de quelque chose n'est pas que sa valeur monétaire, mais qu'il y a tout un tas de valeurs qui peuvent être créées. Vous avez parlé tout à l'heure de lien social pour Indigo. Vous êtes plutôt dans les externalités positives, qui est la transition énergétique et limiter notre dépendance aux énergies carbonées, des choses comme ça. Donc, quand on crée de la valeur, on ne crée pas forcément de l'argent. Si aussi quand même. Mais pas forcément. Vous avez dit le projet dans l'Aude était peu rémunérateur. Des gens ont mais solvable quand même. Mais solvable. Ce qui est important. Non, c'est important. En tout cas, si on veut avoir un message positif sur la transition énergétique, il faut aussi rappeler que ça coûte pas, ça rapporte en fait. Ça rapporte au-delà de l'externalité positive. Donc c'est doublement rémunérateur en quelque sorte. Et sans compter la gratification sociale. Qui est importante. Qui est à pas négliger. Aussi. Et en termes de communauté, on a vu donc Enerfip travaille beaucoup dans des territoires là où il y a plus de place peut-être pour installer des projets éoliens, photovoltaïques, etc. L'implantation des communautés d'Indigo, est-ce que c'est plutôt urbain, là où les densités sont fortes? Alors ouais, j'ai pas forcément parlé un peu de chiffres. Aujourd'hui, on est bientôt à 90 000 utilisateurs donc, sur Indigo. C'est environ 30 000 échanges qui ont été faits. C'est un chiffre dont on est fier parce qu'en un an, on a quand même pas mal progressé. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui fonctionne bien en ville puisque la proximité territoriale fait que les échanges se font de manière fluide. Après, en agglomération, ça fonctionne évidemment mieux. Les échanges se font de manière plus simple puisque la densité de population est plus grande. Nous, notre objectif, c'est évidemment d'essaimer au maximum pour que plus il y aura d'utilisateurs, plus les gens seront impliqués simplement en donnant un objet près de chez eux, quitte à faire l'effort de se déplacer un peu. On a entendu pas mal d'histoires de gens qui nous disent voilà, moi j'ai posté une annonce, voilà, je suis un peu à la campagne, j'ai pas beaucoup de réactivité. On leur dit bah voilà, il y en a qui sont quand même prêts à faire l'effort d'aller dans la ville la plus proche, de poster l'annonce et se déplacer un petit peu pour faire une rencontre, faire un échange, et c'est l'occasion de créer du lien à toutes les échelles. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a besoin que la communauté s'intensifie et accélère pour que le projet justement d'entraide, le projet social qu'il y a derrière, finalement fasse son effet et que chacun s'accapare l'outil pour que l'entraide soit efficace et globale, quoi. Je dis globale à l'échelle de la France encore, mais plus on aura d'utilisateurs et plus l'impact sera fort du projet, quoi. Et dans la présentation du projet Indigo, vous avez aussi parlé d'entraide envers des associations. Ouais.
Vous pouvez nous en dire Bien un sûr, mot? bien sûr. C'est vrai qu'Indigo est issu du milieu associatif. On a un historique associatif puisque la coopérative Indigo est aussi à l'origine du projet Eloquentia pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler rapidement, mais je vais peut-être rester sur le concept Indigo en lui-même. On a un attachement aux associations et du coup on a créé un volet spécifique aux associations sur l'application qui permet à toutes les assos de poster leurs besoins en termes de bénévoles ou même s'ils ont des objets à récupérer ou des objets qu'ils souhaiteraient collecter pour leur activité, que ce soit du matériel scolaire ou des maraudes, des récoltes de denrées alimentaires par exemple. Les associations peuvent poster ses besoins sur l'application et chaque utilisateur peut venir en aide à une association sans trop de complexité, du coup simplement donner un paquet de pâtes, donner 1 heure pour un coup de main ponctuel. En fait, l'objectif est de faciliter au mieux les échanges avec un outil le plus simple et le plus intuitif possible pour que justement tout ce tissu associatif qui est vital pour l'économie française, parce que c'est quand même une bonne partie de l'économie, même si on n'est pas sur un aspect simplement rentable, finalement que tout ce tissu associatif qui est important pour les gens les plus démunis, les gens les plus touchés par la crise économique, écologique ou autre, puissent finalement bénéficier de l'aide à une échelle locale, à une échelle globale aussi, quoi. Donc il y a pas mal d'associations qui sont inscrites et qui utilisent notamment l'outil pour inclure les réfugiés, organiser des projets culturels, faire des visites. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué dernièrement, même si on a organisé pendant l'été des matchs de foot avec notamment l'association Kabubu qui s'occupe de justement organiser des séances sportives avec des réfugiés. Voilà, il y a tout type d'initiatives qui sont possibles en fait grâce à l'outil. L'idée c'est justement que chaque acteur de la société puisse se l'accaparer et s'en faire un outil d'entraide et de partage. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Une intervention, Léo? Ouais, un dernier petit mot, c'est parrainé par l'EPF et l'ICD. Et donc nous, s'il y a des étudiants qui recherchent des stages ou des jeunes diplômés qui recherchent un poste, on a peut-être des choses à proposer. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si vous avez prévu de donner mes coordonnées, mais c'est leo@enerfip.fr. Et donc leo@enerfip.fr. Vous m'envoyez un mail et puis après on voit s'il y a quelque chose pour vous. Très bien, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, moi, le contact d'Indigo venait d'un ancien élève de l'EPF qui avait fait son stage de fin d'études en tant que développeur chez Indigo il y a 2 ans et qui est toujours chez Indigo et qui contribue au développement de l'application. Donc l'application, si on la cherche, on peut la trouver sur l'Apple Store, sur le Play Store. Vous cherchez Indigo en trade et vous trouvez. C'est juste après les parkings Indigo, mais c'est facile. C'est à trouver sur tous les stores. Et sinon, vous tapez indigo.world sur Internet. Et Enerfip, c'est un site internet qu'on peut trouver. Pas d'application, mais enerfip.fr. Parfait. Léo, merci beaucoup. Merci Bastien, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous. Et puis, on va passer à une seconde table ronde dans un petit peu moins de 15 minutes. Donc, sur le thème « L'éthique est-il un vecteur indispensable de confiance pour le digital ?» que je laisserai le prochain modérateur présenter. Merci à tous. Bon après-midi.